Bonjour à tous, alors je vous propose ici un exercice pour travailler ce fameux corollaire du TVI hein, avec l'étude d'une fonction rationnelle. Donc je vous rappelle qu'une fonction rationnelle c'est un quotient de deux polynômes. Ici, f de x, c'est donc un polynôme de degré 3, x3 plus 10, divisé par un polynôme de degré 2, x2 moins 4. Voilà. Et on va faire ça en deux parties, très classique vraiment. Tout d'abord, on va étudier une fonction qui n'a l'air de rien à voir avec f, mais vous verrez que cette fonction qui est un polynôme, eh bien on va la retrouver dans la dérivée de f, et ça sera l'objet justement de la deuxième partie. Donc, première partie, étude d'une fonction qu'on appelle auxiliaire, qui va nous aider en fait à faire l'étude de f, c'est la fonction g, et là, on va utiliser le corollaire du TVI. Première question, dresser le tableau des variations de g. La question qu'on se pose toujours, et elle est légitime, est-ce qu'on doit mettre les limites ou pas? Alors, j'ai pas de réponse absolue. Je crois qu'ici, de toute façon, on va avoir besoin des limites, donc on va les faire. Dans un sujet de bac, ne vous inquiétez pas, c'est très clair, on précise toujours si on veut les limites ou pas. Donc ici, pour avoir des variations, il faut dériver. La fonction g, c'est un polynôme. Donc on va l'écrire, g est un polynôme, donc dérivable sur son ensemble de définitions. Donc ici, dérivable ici sur R. Vous savez très bien dériver un polynôme, il n'y a pas de souci. Dérivée de x3, c'est 3x2, moins la dérivée de 12x moins 20, qui est moins 12. Une fonction affine, à x plus b, on ne garde que le coefficient a. Et donc maintenant, pour étudier les variations de g, j'ai besoin du signe de g'. Alors g', c'est assez particulier. C'est un polynôme du second degré, donc on pourrait faire un discriminant. Je vais le faire, mais on peut aller un petit peu plus vite ici en remarquant qu'en factorisant par 3, vous aurez 3 fois x carré moins 4. Et x carré moins 4, vous savez déjà que c'est un polynôme dont les racines sont 2 et moins 2. Donc vous voyez, ça pourrait gagner un petit peu de temps. Pour ceux qui ont toujours un petit peu de mal avec ce genre d'astuce, eh bien on fait ABC 3, 0, moins 12. D'accord? C'est parce que b égale 0 justement qu'on peut faire ce que je vous ai dit juste avant. Ici, donc on va calculer delta b carré moins 4 AC. B carré 0, A, C. Donc ici, moins par moins, ça fera plus. Il va me rester plus 3 fois 4, 12. 12 fois 12, c'est-à-dire 144. Mais je vais laisser 12 au carré, comme ça on sait déjà que la racine de delta, c'est 12. On a donc deux racines réelles ici, qui sont donc x1 égale moins b, donc 0, moins racine donc de delta sur 2a. Ici, ça fera donc moins 12 sur 6 qui fait moins 2. Vous voyez, on retrouve moins 2 et x2. On va donc avoir plus 12 sur 6, donc 2. On peut faire tout de suite le tableau. X moins l'infini. On va avoir besoin de moins 2 et 2. Ensuite, on indiquera le signe de g' et les variations de g ou de g de x. Pareil, là, il y a débat. G a deux racines, donc s'annule deux fois. La forme, ici, va dépendre de A. A est positif, d'accord? A est égal à 3, donc vous avez une parabole orientée vers le haut avec deux racines, donc plus, moins, plus, avec vos deux zéros ici. Donc plus, moins, plus, ceux qui aiment les phrases, du signe de A à l'extérieur des deux racines. Donc G va être croissante, décroissante, puis croissante à nouveau. Les valeurs, déjà simples à calculer, l'image de moins 2, je remplace dans l'expression de G, moins 2 au cube, moins 12 fois moins 2, moins 20. Vous pouvez faire ça aussi à la calculatrice, on verra ça juste après. Ça fait donc moins 8, plus 24, moins 20, ça fait moins 4. Ensuite, G de 2, on remplace par 2, donc 2 au cube, moins 12 fois 2, moins 20. Pensez bien à remplacer dans G, ne pas vous tromper. 8 moins 24, moins 20. Donc là, moins 44, moins 8, ça fait moins 36. Alors ici, sur une Casio, donc, ça donne ceci. Ça, voilà. Alors si vous voulez les tableaux de valeur, alors la courbe, elle ressemble à ça, évidemment. Il faudra avec la fenêtre changer un petit peu. Je vais mettre standard, on va voir. Donc voilà à quoi ressemble la courbe. Donc montée, ici on imagine bien une descente.
Alors là, c'est moins 36 à cet endroit. Donc si vous voulez avoir un petit peu mieux, vous avez intérêt à mettre ici, donc moins 50. Vous voyez déjà, voilà la tête qu'aura la courbe. Ensuite, vous voulez un tableau de valeur. Vous allez donc ici dans Table. Vous voulez la valeur donc en moins 2. Vous tapez moins 2. La valeur apparaît donc moins 4. Ensuite, la valeur donc en 2, c'est moins 36. C'est parfait, nos calculs sont bons. Alors, petite remarque à droite, vous avez une colonne ici qui s'appelle Y' qui donne les valeurs de la dérivée. Donc ici, vous voyez, j'ai bien en moins 2 et en 2, ça fait 0. Alors, comment j'ai obtenu ça pour ceux qui ne savent pas? C'est comme d'ailleurs chez les Texas, vous avez un menu et vous allez dans le Setup, ici le réglage au-dessus, et vous allez mettre le mode ici dérivatif qui donne en fait les valeurs de la dérivée. D'accord? Rapidement pour ceux qui ont une Texas, donc vous rentrez la fonction, vous allez dans Graph ici, voilà, c'est pareil, vous pouvez ajuster la fenêtre en appuyant sur Fenêtre. Ici, Y minimum, je vais donc mettre moins 50. Voilà. Et voilà la courbe. Alors pour les valeurs des dérivées, vous allez sur le menu graphique et là vous allez dans Calcul ici en haut, c'est très rapide, vous allez voir Calcul, et vous avez ici dy sur dx qui donne les nombres dérivés. Donc voilà, vous voyez ici, alors vous allez par exemple poser x égale 2, vous pouvez même taper x égale 2, voilà, et il vous affiche ici le nombre dérivé. Alors c'est approximatif, hein, ça fait 0,1 fois 10 puissance moins 6, donc on comprend que c'est 0, vous vérifiez ensuite en moins 2, et voilà, vous avez ici votre nombre dérivé, vous validez. Bougez pas, j'ai oublié d'écrire moins 2. Ah non, il fallait que je retourne, pardon, je fais des bêtises. Il faut ici retourner à calcul. Vous allez indiquer ici, donc dy sur dx, vous lui dites moins 2. Et vous avez comme ça à peu près 0, donc c'est bon. Et on va faire maintenant les limites, donc en plus l'infini. Alors deux méthodes ici, soit méthode classique de terminal, vous factorisez g de x en considérant que x est différent de 0 parce qu'on est en plus l'infini. Donc ici, pour x différent de 0, vous allez factoriser par x3. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si vous regardez rapidement, x3 moins 12x moins 20, c'est une forme indéterminée parce que en plus l'infini, x3 tend vers plus l'infini, et vous avez ici un moins, et une deuxième partie ici qui tend vers plus l'infini. Donc indéterminé. On factorise par le plus fort, x3. Ça fait 1 moins 12x sur x3, moins 20 sur x3. Et dans les parenthèses, on simplifie tout ce qu'on peut. Ça fait, on simplifie les x, il reste moins 12 sur x2, moins 20 sur x3. Et là, eh bien, vous voyez bien, dans la parenthèse, 12 sur x2 tend vers 0, 20 sur x3 tend vers 0, et donc il ne restera que le 1. Et donc le x3 devant. On dit tout ça. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de 12 sur x2 est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 20 sur x3 est égal à 0. Donc, la limite de 1 moins 12 sur x2 moins 20 sur x3 est égale à 1. Et par produit, vous dites limite de x3 égale plus l'infini par produit limite de f, enfin c'est pas f ici, pardon, c'est g, limite de g en plus l'infini est donc égal à plus l'infini. On inscrit ça dans notre tableau. Ici, plus l'infini. Deuxième méthode, vous pouvez appliquer ce qu'on appelle le principe du terme de plus haut degré. G est un polynôme. On peut donc appliquer, en plus l'infini et moins l'infini d'ailleurs, le principe du terme de plus haut degré. De plus haut degré. Comme ce théorème n'est pas au programme, on répète son nom. Et donc la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est la même que la limite donc, de son plus haut degré, qui est x3. Ce sera donc plus l'infini. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite à rédiger. Maintenant, on fait en moins l'infini. Vous avez bien compris, c'est exactement les mêmes calculs. Donc, quelle que soit votre méthode, vous allez recopier la même chose. À la différence que, alors vous mettez deux mêmes, avec un petit changement qui est donc la limite en moins l'infini de x3
c'est moins l'infini, et donc la limite de g sera égale à moins l'infini. Mais ce n'est pas la peine de tout refaire. Hein, toutes les factorisations seront les bonnes, sont les mêmes. Donc la seule variation, c'est ce x3 qui tend vers moins l'infini. Donc ici, on écrit moins l'infini. Deuxième question, montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution réelle notée alpha. Alors là, déjà, la question ne vous incite évidemment pas à résoudre. On va montrer qu'il y a une solution sans la déterminer vraiment. Et donc là, c'est l'affaire du corollaire du TVI. Donc, le principe, eh bien, c'est de bien regarder le tableau. D'abord, de repérer où peut se trouver la solution. Déjà, vous voyez bien que sur moins l'infini 2, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, sur moins l'infini 2, alors je vais recopier le tableau pour que vous compreniez bien le phénomène. Et d'ailleurs, au bac, souvent, on coupe cette question en plusieurs, parce qu'il y a pas mal de travail de rédaction. On a ceci, je résume vraiment ce qui m'intéresse. Ici, c'est moins 2. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Eh bien, on peut dire que sur cet intervalle, moins 4, c'est un maximum. Donc sur moins l'infini 2, G a pour maximum moins 4. Donc, G de x est forcément plus petit ou égal à moins 4, qui est strictement négatif, et donc G de x est différent de 0 sur moins l'infini 2. Il n'y a donc pas de solution à l'équation. Donc ici, pas de solution à G de x égale 0. Donc, la solution va se trouver dans l'autre partie, donc entre 2 et plus l'infini. Et c'est là que le corollaire du TVI arrive. Et donc, on va dire quoi? Sur 2 plus l'infini. Je fais un petit résumé, petit tableau, toujours pour bien qu'on comprenne où on en est. On est comme ceci. On va de moins 36 à une limite plus l'infini. Et c'est bien ça qui est intéressant. On part d'un négatif pour arriver à des nombres très 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 grands avec une fonction g qui est continue, parce qu'on sait qu'elle est dérivable, parce que c'est un polynôme. G, on l'a montré, sur cet intervalle est strictement croissante. Ça va garantir l'unicité de la solution. La continuité va garantir que vous allez passer par 0. La stricte croissance vous garantit que vous n'allez passer qu'une seule fois. Et ensuite, le côté intermédiaire. Est-ce que 0 est bien justement dans la zone atteinte? Effectivement, 0 est bien entre moins 36 et plus l'infini. Donc on va le dire. 0 appartient donc à l'intervalle. Donc moins 36 plus l'infini. Qui est l'intervalle en fait? Donc g de 2 et limite de g en plus l'infini. D'accord? Conséquence de ces choses-là, d'après le théorème, enfin d'après le corollaire du TVI, vous êtes autorisé à écrire TVI, tout le monde sait ce que c'est, le TVI, un théorème des valeurs intermédiaires. Eh bien, l'équation g de x égale 0 admet sur l'intervalle considéré, donc admet sur 2 plus l'infini, une unique solution que l'on note alpha. Donc bilan des choses là, donc sur R, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha. Pas de solution avant 2, une solution entre 2 et plus infini, donc une unique solution sur R. Donc je répète les points vraiment importants. La continuité qui va garantir qu'on est sûr de passer par toutes les valeurs entre moins 36 et plus l'infini. La stricte croissance qui permettra justement, une fois qu'on y est passé, de ne pas y revenir. Et bien sûr, peut-être un des premiers arguments, c'est que le nombre 0 est bien une valeur intermédiaire entre la plus petite valeur que va atteindre g et c'est plus grande, c'est-à-dire ici on parle de limite. Voilà. Troisième question, donner un encadrement d'amplitude 10-3 de alpha. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un encadrement d'amplitude 10-3? Un encadrement, c'est donc une double inégalité ici, c'est-à-dire alpha va être entre deux nombres, que je vais appeler ici A et B, et si vous faites la différence entre A et B, B moins 1, ça doit être égal justement à votre amplitude.
B-A, c'est l'amplitude de l'encadrement. Et ça doit faire 10-3, c'est-à-dire 0,001. Exemple pour pi, si vous voulez un encadrement de pi à 0,01, vous allez dire pi est entre 3,14 et 3,15, parce que 3,14 moins 3,15 moins 3,14, ça fait bien 0,01. Donc ici, comment faire pour trouver un encadrement de notre nombre alpha? Alors, avec l'évolution des calculatrices, il y a des moyens de plus en plus rapides. Le plus rapide, je pense, sur les Casio, les Texas et autres, c'est d'utiliser les solveurs graphiques. Ici, j'ai ma fonction. Pardon, c'est pas le tableau qu'il me faut, c'est la courbe. Donc, vous allez dans le menu graphe. Vous tracez la courbe. Voilà. Vous essayez de bien la cadrer. S'il faut, vous utilisez la fenêtre Window. Et ensuite, vous allez dans le graphique solver. Ici, Gsolve. Vous avez plein de possibilités, notamment root. Root, ça va vous donner, en traduction, c'est les racines. Donc, ça va être l'endroit où la fonction s'annule. Donc, si j'appuie ici sur F1, qui est situé sous le mot root, sur une Casio, donc, là, vous avez deux nombres qui s'affichent, qui sont les coordonnées du point qui est là, qui m'intéressent, parce que ça veut dire que alpha vaut à peu près 4,107, etc. Donc, ici, vous allez dire que alpha, il est donc entre 4,107 et 4,108. On a bien un encadrement d'amplitude 10-3 parce que si vous calculez 4,108 moins 4,107, ça fait bien 0,001. Sur une Texas, rapidement, vous rentrez la fonction, vous allez tracer, vous voulez ce nombre ici, vous allez aller dans calcul, c'est au même endroit d'ailleurs que sur la Casio, et vous allez chercher 0, le 2. Et ça va vous indiquer les 0 qui sont entre deux croix que vous avez placées, donc vous mettez ici une première là. Voilà, je vais donc indiquer une croix plus à droite, c'est un petit peu plus long. Bougez pas, j'ai perdu mon nombre, où est-ce qu'il est? J'ai été trop vite, oui, je suis à 215, pardon, j'étais beaucoup trop vite. Donc de toute façon, voilà, j'ai quand même la croix, ça monte assez vite, voilà, mais il faut qu'elle dépasse en fait votre solution. Vous validez et vous rappuyez une fois, et voilà. Et vous avez ici la solution qui s'affiche, la même que sur Casio, bien évidemment. Après, une méthode qui est très classique aussi, qui est un petit peu plus lente qu'on faisait avant, et qui sert par contre à faire les algorithmes, c'est la méthode dite par balayage. On va quand même la détailler, méthode par balayage. Pour ça, il faut utiliser le tableau et non pas la courbe. Donc on va dans le menu pour avoir le tableau de valeurs et on va progressivement balayer. Alors on sait que la solution elle est entre entre 2 par exemple et 10. Donc on va taper 10. On va aller de 2 à 10 en allant de 1 en 1. Le step c'est le pas, donc on va de 1 en 1. Et on regarde ici dans la colonne donc, des valeurs quand est-ce qu'on change de signe. Et vous voyez ici on est passé, c'est entre 4 et 5 qu'on est passé par 0. Parce qu'on a moins 4 et 45. Donc on revient et cette fois-ci on va balayer à partir de 4 en prenant un pas. On va aller de 4 à 5 en prenant un pas 10 fois plus petit. Et on regarde à quel moment on change de signe. Vous voyez, c'est entre 4,1 et 4,2. Donc on va faire un pas, vous avez compris, encore plus petit, en commençant cette fois-ci par 4,1, en allant jusqu'en 4,2, et le pas est 10 fois plus petit. On regarde, et on regarde quand est-ce qu'on change de signe, vous voyez, instantanément. Donc c'est entre 4,1 et 4,11. Et bien on va être encore plus précis. Donc on met 4,10. On va aller jusqu'à 4,11 en balayant toutes les valeurs par un pas de 0,01. Et donc ici on regarde quand est-ce qu'il y a changement de signe. Voilà, ici, entre 4,107 et 4,108, et ça vous donne votre encadrement directement, celui qu'on avait trouvé avec la fonction route. Et ça fonctionne exactement pareil chez les autres calculatrices. Quatrième question, en déduire le signe de G2X sur R. Alors je vais vraiment, là, c'est très important, c'est assez simple. On va repartir sur ce qu'on vient de faire. On vient de trouver quoi, nous? Ici, on a X moins l'infini, moins 2, 2, plus l'infini, et on a notre nombre alpha. Alors,
La fonction, on a dit, ici, on a moins 4. Là, on va monter en 0, en alpha, ça vaut 0. On a ceci. Il faudrait réussir à déterminer le signe avec ça. Eh bien, c'est assez direct. On a dit, avant 2, on a un maximum égal à moins 4. Donc, pour le signe de G, on va rajouter une ligne. Et qu'est-ce qu'on peut dire en regardant le tableau? Eh bien, minimum moins 4, ça veut dire que là, c'est négatif. Négatif en moins 36. Et là, au niveau du signe, ce qui est important, c'est 0 en alpha. Et avant ce 0, ben, on sera toute une partie où G est négative. Et dès qu'on a passé alpha, la fonction est croissante, strictement. On aura donc plus. Donc, le signe de G se déduit directement de notre tableau de variation avec les valeurs qui annulent G inscrites à l'intérieur, donc alpha. Donc c'est alpha qui va être important pour le signe de G. Pour que ce soit plus clair, on pourrait faire même un tableau comme ça on ne fait pas, mais oui, on comprendra un petit peu mieux. Horizontalement, j'ai placé l'axe des abscisses. Toute la partie gauche de la courbe ici est en dessous de cet axe, parce que le maximum c'est moins 4 ici. Et là, le maximum à droite ici, c'est 0, donc la fonction est négative. Strictement jusqu'à alpha où elle s'annule. Une fois qu'on a passé alpha, on l'a déjà dit, c'est positif. On va retenir ce tableau, en tout cas le signe de G, parce qu'on va en avoir besoin dans la suite. Donc ici, le signe il est tout simple, c'est donc moins 0 plus. Partie B. Déterminer les 4 limites suivantes et en déduire d'éventuelles asymptotes AC. Alors ça, on va le prendre dans l'ordre. Donc première limite qu'on vous demande, la limite. Donc quand on est en x tend vers moins 2, x plus grand que moins 2. Donc c'est ce qu'on pourrait noter, moins 2 plus. On est sur des valeurs plus grandes que moins 2. Alors ça, on va commencer. Donc on regarde f de x, c'est la limite de f. On va regarder ce qui se passe en haut. Limite de x3 plus 10, quand x tend vers moins 2. Alors quand on a un polynôme, il suffit pour une limite en une valeur finie, de remplacer x par la valeur qu'on a ici. Donc on va remplacer x par moins 2. Ça fera moins 2 au cube plus 10. Moins 8 plus 10, ça fait 2. On regarde maintenant dessous. Limite de x carré moins 4. Alors, limite de x carré moins 4, ça va faire 0. On a donc une division d'une limite en haut qui fait 2, une limite en bas qui fait 0. Ça, c'est indéterminé. Il va falloir... Il y a deux limites qu'on connaît quand on a 2 sur 0. C'est 2 sur 0 plus. Ça fera plus l'infini. Et 2 sur 0 moins, qui fait moins l'infini. Si on ne sait pas si c'est 0 plus ou 0 moins, on ne peut pas conclure. Donc il faut absolument déterminer le signe des valeurs de x carré moins 4 quand on se rapproche de moins 2 en étant plus grand que moins 2. Et ça va nécessiter de connaître le signe de x carré moins 4. Alors x carré moins 4, son signe, c'est très simple. Vous connaissez les racines parce que ce sont les valeurs interdites, donc moins 2 et 2. Et comme c'est un trinôme, vous savez que c'est du signe de a à l'extérieur, donc plus, moins, plus ici. Le coefficient a, c'est un 1. On a donc une parabole vers le haut. C'est donc plus 0, plus. Quand on est en x tend vers moins 2, en étant plus grand que moins 2, on va s'intéresser à quelle partie du tableau? À la partie, alors je vais faire un petit extrait. La partie ici, on est sur cette partie du tableau là. Donc, on va se rapprocher de moins 2 par la droite, donc par des valeurs où x carré moins 4 est négatif. Donc ici, on va avoir un moins. On a donc une limite qui a un quotient, donc 2 sur 0 moins. Donc par quotient, la limite de f de x, quand x tend vers moins 2 en étant plus grand que moins 2, cette limite, elle vaut donc 2 sur 0 moins, qui est moins l'infini. Et pour être plus court, on écrira limite de f en moins 2 avec des parenthèses plus égale moins l'infini. Deuxième limite qu'on vous demande, la limite quand x tend vers 2 en étant plus petit que 2. Alors c'est pas demandé mais je vais le faire parce qu'on aura peut-être besoin après. On va faire la limite en moins 2 moins. Donc ici, pour le haut, le numérateur ça ne changera rien. Par contre le dénominateur, il faut changer ceci, il faut changer le petit dessin. D'accord? Donc cette fois-ci, quand on est en 2 moins, on prend x plus petit que moins 2. J'ai oublié d'effacer ici le moins.
On est donc dans le tableau, on va approcher moins 2 par la gauche. Donc par ici, par des valeurs pour lesquelles x carré moins 4 est positif. Donc la limite de x carré moins 4 quand on se rapproche de moins 2 en étant plus petit que moins 2, c'est 0 plus. Attention, ici, on est en moins 2 moins. Et donc le signe que vous mettez au-dessus de 0 n'a pas de rapport avec le signe que vous mettez au-dessus du moins. Ça peut être vraiment inversé comme ici. Tout dépend du tableau de signes de x carré moins 4. Donc en inversant cette fois-ci, donc quand x est plus petit que moins 2, on aura du 2 sur 0 plus. On aura donc plus l'infini. On écrira donc la limite de f en moins 2 moins est donc égale à plus l'infini. On parlera des asymptotes après. Limite b, donc en ce qu'on appelle 2 moins. Pour des valeurs plus petites que 2. X cube plus 10, ça fera donc 2 au cube. Plus 10, ça fera donc 18. X carré moins 4 tendra vers 0. Par contre, on est sur x tend vers 2 en étant plus petit. Donc on regarde dans le tableau. On se rapproche de 2 en étant plus petit, donc par la gauche de 2. Et vous voyez bien que ça se rapproche de 0 en étant négatif. Donc là, j'ai 0 moins. Donc la limite, ça sera du 18 sur 0 moins. Ça sera donc une limite moins l'infini. Et on écrira limite de f en 2 moins est égale à moins l'infini. Question maintenant. Donc c en 2 plus. Donc on est plus grand que 2. La limite du haut ne change pas, ça fera 18. La limite du bas, c'est 0. Mais par contre, on approche ici par le côté droit. Donc par des valeurs où x carré moins 4 est positif. Donc c'est un 0 plus. La limite sera donc 18 sur 0 plus. C'est donc plus l'infini. Et on écrira la limite de f en 2 plus égale plus l'infini. La limite en plus l'infini, et d'ailleurs en moins l'infini aussi, elle est un petit peu différente. Parce qu'en haut, ça tend vers plus l'infini, en bas aussi. On a donc une forme indéterminée. Il faut donc transformer. On va pour ça utiliser ce qu'on appelle le principe des rapports de termes, du rapport des termes de plus haut degré. Parce que la fonction f, elle est rationnelle. Donc, en plus l'infini et moins l'infini, on utilise, ou on peut utiliser donc ce qu'on appelle le principe du rapport des termes de plus haut degré. C'est long à écrire, mais c'est très simple. C'est-à-dire que la limite de f quand x tend vers plus l'infini, ça sera la même que la limite donc de x cube sur x2, les termes de plus haut degré, en haut et en bas. On simplifie, ça fait limite de x. J'ai simplifié x3 sur x2, et donc il me reste plus l'infini. La limite de f, c'est donc plus l'infini. En moins l'infini, c'est exactement le même principe. Il va nous rester par contre la limite de x quand x tend vers moins l'infini, et ça donnera moins l'infini. Et on a fait toutes les limites. Regardons la courbe. Donc là, je suis dans le tableau de valeurs, donc je veux la courbe. Voilà ce que ça donne. Alors ici, on va recadrer un petit peu. Donc je vais ici mettre plutôt moins 10. Voilà. Pour les x, ça devrait aller. Voilà. Alors on a ici des petites choses imprécises. Les machines gèrent très mal les asymptotes, parfois. Donc on va mettre moins 6, 6, ça devrait être... Mais voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit voir? On va voir qu'à gauche, on va bien vers moins l'infini, et à droite, on va vers plus l'infini. Ça a l'air d'aller. On a deux problèmes, vous voyez, en 2 et moins 2. Là où on a justement ces problèmes d'asymptote. Parce qu'en 2, par exemple ici, à droite, quand vous êtes avant 2, ça va très bas. Après 2, vous êtes très haut. Donc, on a ici une asymptote verticale. Donc, nos résultats sont assez corrects, correspondent bien en tout cas à cette courbe. Regardons un petit peu plus en détail. Donc ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Que la courbe, si on devait la prolonger, à gauche, on irait comme ceci. Donc ça va bien vers moins l'infini. À droite, elle va monter. Et là, on a donc deux endroits importants. En 2, on a ici ce qu'on appelle une asymptote.
Et votre courbe, enfin la courbe va être comme ceci. Quand on se rapproche de 2 par la gauche, donc pour des valeurs inférieures, ça va plonger, plonger, plonger. On a une limite en 2 moins qui est bien moins l'infini. C'est ce qu'on a là. Ici, quand on est à droite de 2, donc pour des valeurs plus grandes, ça va monter, monter vers plus l'infini. C'est ce qu'on a ici. Et on a le même phénomène. En moins 2, on a une asymptote verticale. Et la courbe, eh bien, quand on arrive avant, elle va s'envoler comme ça. Et on a bien une limite moins 2 moins qui est plus l'infini. Et juste après moins 2, en moins 2 plus, on aura ceci. Donc nos limites sont bonnes, il n'y a pas de souci. Maintenant les asymptotes. Alors on a limite de f en plus l'infini qui vaut plus l'infini. Là on n'a pas d'asymptote. Pour avoir une asymptote horizontale, il faudrait des limites en plus l'infini et moins l'infini qui soient finies. Ici, pas d'asymptote horizontale. Il existe des asymptotes obliques qui ne sont pas au programme, donc on ne va pas étudier ça ici, mais il se trouve que la courbe ici, elle se colle sur une droite, hein, cette droite-là qu'on appelle une asymptote oblique. Hein, mais voilà. Donc pas d'asymptote horizontale. Maintenant, on va parler des asymptotes verticales. Ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on est en moins 2, c'est-à-dire autour de moins 2, la limite de f en moins 2 moins, c'est plus l'infini. Et la limite de f en moins 2 plus, c'est moins l'infini. Donc ici, limite infinie à une valeur finie. On a donc asymptote verticale. Donc on va l'écrire asymptote verticale d'équation x égale moins 2. Et elle est en plus infini et en moins infini, c'est-à-dire en haut et en bas. Un côté en haut, un côté en bas. En 2, on a les mêmes choses. Hein. La limite de f en 2 moins, je l'ai ici, c'est moins l'infini. Limite de f en 2 plus, c'est plus l'infini. Et donc asymptote verticale aussi d'équation x égale 2. Et elle est aussi en haut et en bas. On a donc deux asymptotes verticales. Deuxième question de cette partie B, montrer que f' égale. Voilà. Donc il faut calculer la dérivée de f. Alors f est rationnel, donc dérivable sur son ensemble de définitions. Dérivable sur df, pas de souci. Alors f de x, vous avez remarqué, c'est u de x sur v de x. Avec u de x qui est x cube plus 10 et v qui est x2 moins 4. Donc quand on va dériver f, c'est dérivé d'un quotient. U' v moins u v' sur v carré. Donc j'ai besoin de u' et de v'. Ça me donne donc dérivée de x3 plus 10, 3x2. Dérivée de 2x, 2x2 moins 4, c'est 2x. Donc après, vous aurez, rappelez-vous, donc u'v moins uv' dans ce sens-là. 3x2, x2 moins 4, moins x3 plus 10 fois 2x divisé par v carré. Voilà. On ne développe pas le dessous, jamais, c'est un carré. On sait que c'est positif strictement, parce que x est différent de 2 et moins 2. On développe le haut, donc 3x4 moins 12x2 moins 2x4 moins 20x. On va en haut réduire et en même temps factoriser par x. Ça donnera donc 3. Alors 3x4 et 2x4, ça fait 1x4, donc il me restera x3 moins 12x moins 20 sur x2 moins 4 au carré. Et vous voyez qu'en haut, miracle, on retrouve dans la parenthèse la fonction g de x qu'on a étudiée dans la partie A. Troisième, dresser le tableau des variations de f. Alors, on va faire le tableau tout de suite. f', il nous faut son signe. Donc le signe de f', ouais, ça va dépendre du signe de x, du signe de g de x,
et du signe de x carré moins 4 au carré. Alors je vais le mettre. C'est un carré très très important et donc le produit de ces trois choses-là me donnera le signe de f'. Alors, les valeurs importantes. On est donc moins l'infini. Alors, il y a les valeurs interdites, moins 2 et 2. Et on a plus l'infini. Donc, première chose, alors c'est d'abord qu'il faut un tableau un petit peu plus grand. Parce qu'il va se passer pas mal de choses. Donc, je vais l'agrandir. Voilà, on a moins 2. On aura 0 pour la première ligne. On aura 2 et on aura alpha qui va intervenir. Et plus l'infini. Voilà. La première ligne. X est une fonction affine qui s'annule en 0. Le coefficient A, c'est 1. Donc c'est du signe de A après 0, parce que c'est une fonction croissante. Donc moins 0 plus. Alors on va faire tout de suite toutes les petites colonnes. Pour les valeurs moins 2, on peut tout de suite mettre des valeurs interdites dans tout notre tableau. Donc ici, moins, moins, après le 0, ça devient plus. G de x, regardez bien ce qu'on a fait tout à l'heure. Ici, c'est partie A. Dernière question, j'ai donc G de x qui s'annule en alpha et qui est donc négatif. Négatif. Je vais faire cette ligne-là. Négatif, négatif, positif. Pour notre carré, eh bien, ça sera toujours positif. Et sans ça s'annule, c'est en moins 2 et 2 qui sont des valeurs interdites, donc je mets que des plus. Et maintenant, facile, moins fois moins plus divisé par plus, ça fait plus, plus, moins, moins, plus. Et on a donc tout ce qu'il faut. Alors, quand on fait un tableau de variation, on ne met pas ici les colonnes qui ne sont pas des valeurs interdites. Et on n'a plus qu'à mettre un tableau. Ça, c'est les variations de f de x, donc croissant, croissant, décroissant, décroissant, croissant. Et maintenant, on remet les limites pour être sûr que tout a été bien fait. Donc, en moins l'infini, j'avais trouvé moins l'infini, c'est parfait. En plus l'infini aussi. Alors ici, en moins de moins, regardez, rappelez-vous, on a trouvé plus l'infini. Ça va, c'est bon avec le tableau. En moins de plus, j'avais trouvé moins l'infini. En 2 moins, j'avais trouvé moins l'infini. Parfait. Et ici, plus l'infini. Il nous reste deux valeurs à mettre. Ici, la valeur en 0 et la valeur en alpha. Alors la valeur en 0, on la fait facilement. On remplace x par 0. Ce qui fait 10 sur moins 4. Donc moins 5 demi, moins 2,5. Et la valeur ici de f de alpha, c'est l'objet des questions suivantes. Dans les calculatrices, on peut encore, si on veut, utiliser le menu Graphic Solver. Vous tracez la courbe. Voilà. Alors elle n'est pas particulièrement belle, mais on peut trouver par exemple le sommet ici au milieu, tout simplement en faisant Gsolve et en mettant max. Vous mettez max. Voilà. Et vous mettez max. Ben, il a déjà, j'ai même pas eu à appuyer, il a déjà mis en 0. C'est moins 2,5, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Pour f de alpha, il faut aller vous appuyer. Donc ici, il va falloir tracer un petit peu mieux que ça pour pouvoir avoir un maximum ici à droite. Et le mieux, ouais, c'est d'aller ici et de démarrer votre graphique à partir de 2. Comme ça, vous n'avez que la partie de la courbe qui vous intéresse. Vous allez ensuite dans le graphique solver, vous mettez minimum, parce que c'est un minimum là, et vous aurez le minimum en 4,107. On retrouve encore cette valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure. Et f de alpha, vous voyez, c'est à peu près 6,16. Hein. D'accord, ici on va le retrouver après. Quatrième question, petite a. Une question qui peut paraître un petit peu difficile. Montrer que f de alpha égale 3,5 de alpha. Et on va utiliser le fait que g de alpha égale 0. Alors, g de alpha égale 0, on va voir. Ça veut dire qu'on remplace dans g de x, x par alpha. Ça veut dire que alpha 3 moins 12 alpha moins 20 égale 0. On garde ça sous le coude, on verra bien. Alors, f de alpha, je remplace dans f, ça fait alpha 3 plus 10 sur alpha carré moins 4. Et je veux montrer que ça, alors je ne le sais pas encore, que ça fait 3 demi de alpha. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est simple. On va étudier la différence des deux. Donc, ceci.
Pour ça, je vais mettre au même dénominateur. On va tout mettre sur alpha carré moins 4 fois 2. Donc, je multiplie la première fraction par 2. 2 alpha 3 plus 20. Sur 2 fois alpha 2 moins 4. Oui, petit avantage, il y a un plus 20 qui est apparu. Plus 20, on en a un dans G2 alpha ici. Moins 3 alpha multiplié par, ici, on va multiplier en haut et en bas par alpha carré moins 4. On regarde ce que ça donne. Dessous, on a 2 fois alpha carré moins 4. Et en haut, on a quoi? 2 alpha 3 plus 20 moins 3 alpha 3 plus 12 alpha. On continue. En haut, on a donc 2 alpha 3 moins 3 alpha 3, c'est-à-dire moins alpha 3 plus 12 alpha moins 20. On est bon pour l'instant. Donc moins alpha 3 plus 12 alpha moins 20. Moins 20, non, plus 20. Et je vais vraiment faire apparaître ça. Regardez, si je factorise par moins 1, ça fait moins alpha 3 moins 12 alpha moins 20. Et ça, on sait que ça fait 0 parce que g de alpha égale 0. Donc ça, c'est donc moins g de alpha sur 2 alpha carré moins 4. C'est donc 0. Conclusion, ça veut dire que alpha cube plus 10 sur alpha 2 moins 4 est bien égal à 3 demi de alpha 1. Donc conclusion, je vais la faire là. Donc f de alpha est bien égal à 3 demi de alpha. Question compliquée. Hein. Retenez bien par contre l'idée d'utiliser le fait que g de alpha égale 0. Ça nous permet comme ça d'avoir une relation avec alpha. En déduire un encadrement de f de alpha, ben c'est très simple. Alpha, on a dit que c'était entre 4,107 et 4,108. Et donc je vais multiplier par 3 demi, c'est-à-dire par 1,5. Hein. Voilà. On a besoin par contre d'une calculatrice. Voilà. Donc on fait tout ça en direct. Hein. 4,107 fois 1,5. Et ensuite 4,108 fois 1,5. Et on a, vous voyez, notre encadrement. On est entre 6,1605 et 1620. Et voilà notre encadrement de f de alpha. Cinquième question, déterminer une équation de t, la tangente à c au point d'abscisse 3. Alors, je vous rappelle le cours. L'équation d'une tangente au point d'abscisse a, c'est y égale f' de a, x moins a, plus f de a. Ici, petit a égale 3. Donc, il va me falloir f de 3. Donc, je peux calculer 3 au cube 27 plus 10 sur 9 moins 4. Ça me fait donc 37 cinquième. Il me faut ensuite f' de 3. On a la dérivée ici, ça sera 3 fois g de 3. Donc g de 3, gg à droite, encadré en bleu, donc 27. Moins 3 fois 12, 36. Moins 20 sur x carré moins 4. Donc ça fait 9 moins 4, 5 au carré sur 25. Ça fait donc 3 fois. Alors, 27 moins 36, ça fait moins 9 moins 29 sur 25. Donc moins 87 sur 25. Je n'ai qu'à remplacer. Mon équation, ça sera donc moins 87 sur 25 fois x moins 3 plus 37 sur 5. Alors on peut développer si on veut. Moins 87 sur 25x. Ensuite, on aura 3 fois 87. Je vais calculer ça. 3 fois 87, ça fait 240 et 21, 261. Et j'ai besoin de 5 fois 37. 185. Les deux s'ajoutent. 6, 4, 446. Donc plus 446 sur 25. On vérifie ça à la calculatrice. Première étape. Va le rapprocher des coefficients. Donc ici, c'est alors 87 sur 25. Vous voyez, je trouve à peu près. Donc avec le moins 3,48 à peu près. Et 446 sur 25 à peu près 17,84. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment, avec la calculatrice, vous pouvez avoir l'équation directement. Évidemment, on va le rapprocher.
Vous allez donc dans le menu Graphe. Vous dessinez la courbe. Vous allez maintenant aller dans ici Sketch. Shift, Sketch. Et vous allez ici Tangente. Regardez bien. J'ai ici donc possibilité de rentrer l'endroit où je veux la tangente. Je rentre 3. Je valide. J'exécute. Et vous voyez ici, moins 3,48 x plus 17,84. Exactement ce que j'ai trouvé. Donc ça permet quand même de vérifier. Alors quand les nombres en plus tombent juste, vous avez la valeur directe qui s'écrit. Donc ça peut être très pratique. Juste sur les Casio, j'ai oublié de vous dire, pour pouvoir utiliser ces fonctions-là, il faut vraiment aller dans le setup et vous mettre en mode dérivative. Ça c'est très important. On passe à la Texas rapidement, donc je rentre la formule, je valide, je graphe, voilà, on trace la courbe. Et vous allez, vous, dans le menu dessin. Seconde, dessin, il est au-dessus de programme. Et vous avez ici, en 5, tangente. Vous tapez 5, voilà. Et vous tapez la valeur, alors vous la tangente en 3, vous tapez 3. Et vous avez l'équation, vous allez voir, qui s'affiche, alors ça calcule un petit peu, en haut à droite, elle se trace, et vous aurez l'équation qui s'affiche, vous voyez, moins 348, etc. Toujours en valeur approchée, mais ça permet quand même de vérifier de façon efficace vos équations de tangente. Comment donc tracer une courbe avec tout ce qu'on a fait dans le dessus? Alors d'abord, on va placer des points simples. Les sommets qu'on a trouvés en 0, ça vaut moins 2,5. Donc ça, vous pouvez le placer tout de suite. Donc moins 3, moins 2,5, c'est ici. Ensuite, en alpha, donc alpha c'est à peu près 4,1, on est par ici. Et bien en alpha, on est à, on l'a dit, 6,16 à peu près. Donc on sera par ici. Donc ça donne déjà des pressions. Ensuite, on n'oubliera pas de tracer les deux asymptotes verticales. On fera ça sous GeoGebra pour que ça soit plus précis, mais voilà donc nos deux asymptotes. Alors, on n'a pas d'asymptote horizontale, donc ça serait parfait de calculer quelques images. On va calculer par exemple l'image de 7 rapidement. On fera ça à la machine et on donnera l'image de moins 5. Ça me fera 2 points. Donc on va le faire instantanément. Donc ici, menu table, avec vraiment les calculatrices, vous avez des valeurs très vite. Table, on met 7. L'image de 7, c'est 7,8. Donc on peut même le placer tout de suite ce point. Donc en 7, ça fait 7,8. On est par ici, voilà. Vous pouvez placer, si vous voulez, le point 6. Enfin, en 6. 7,06. Donc, on est ici. Voilà. On sait qu'on a une asymptote ici. On va arriver d'en haut à gauche ici, au niveau de l'asymptote en 2. Donc, vous pouvez regarder l'image, par exemple, de 3. Ah, mais en 3, remarquez, c'était notre tangente. Donc, en 3, on a 7, ici. 7,4, donc en 3, on est à peu près en 7,4, c'est ici, ouais. Je vais placer des points à gauche tant que j'y suis, donc moins 4, ça sera pas mal ça, moins 4, oh, j'ai l'impression que je suis plus, là. Moins 4, vous voyez, donc on a moins 4,5. On peut placer en moins 3 si on veut, voilà, c'est à vous de voir, il ne faut pas mettre trop de points non plus, parce que moins 3, moins 3,4. Maintenant, on est parti. Ce qu'on peut placer aussi, c'est la tangente. La tangente, au point ici, l'abscisse 3, je l'ai déjà placé. Son coefficient, c'est moins 3,48 à peu près. Donc quand j'avance de 1, je baisse de 3,48. Donc je vais 3, c'est donc ici. 3,48, c'est un carreau et demi. Donc on va être à peu près là. Donc la pente est à peu près comme ceci ici. Voilà. Et donc, eh bien, je vais tracer comme ça la tangente. Et je vais, pour tracer la courbe, on va s'appuyer sur cette tangente. Donc on arrive de très haut, vous imaginez. Voilà. Ensuite, on va se coller sur la tangente. On a ici notre sommet qui est en, combien on avait dit, 4,1 à peu près. Voilà. Et après, vous allez remonter doucement. Voilà. Voilà à peu près à quoi ressemble la courbe. Ici, entre moins 2 et 2, ben, on a ici cette forme. Donc on imagine qu'on arrive de très bas. Le sommet est ici. Voilà. Donc quand on met des sommets en maths, on a tendance ici à mettre des petites doubles flèches horizontales au niveau des sommets. Et ensuite, il nous reste
la partie de gauche. Alors la gauche, elle part de moins l'infini, donc très bas, pour aller très haut. Donc là, vous voyez, la forme nous dit quand même qu'on va arriver comme ceci. Et là, ça va monter très très vite pour aller se coller. Oh, c'est pas très beau, mais voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire à la main. Précision assez bonne, vous allez voir sur GeoGebra, ça y ressemble. Voici donc la courbe sur GeoGebra, vous voyez, on était pas mal. Voilà, l'exercice est terminé, il était un petit peu long sur la fin quand même, il faut le dire, mais il y avait de tout, vraiment tout ce qu'il faut savoir sur l'étude d'une fonction rationnelle. J'espère que ça vous a plu et que vous pourrez comme ça compléter vos savoir-faire. Voilà, à très bientôt.